Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Comme vous savez, on se retrouve tous les dimanches à 10 heures du matin. Et vous savez aussi qu'on a lancé un nouveau format de vidéo, donc tous les jeudis à 18 heures. Donc, c'est des vidéos qui décryptent l'actualité économique. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, on a énormément de succès depuis septembre, donc on est très, très, très heureux. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel. Je suis ravi de recevoir pour la première fois sur le podcast de Surfing Bitcoin Sébastien Gouspillou. Sébastien Gouspillou, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis ravi d'être avec toi. Ben oui, parce qu'on connaît évidemment très très bien Sébastien, qui est un habitué de Surfing Bitcoin. Tu as fait, je crois, toutes les conférences Surfing Bitcoin. Tu n'en as pas Oui. raté une, hein, n'est-ce pas? Bordeaux, je suis pas venu. Ah oui, Bordeaux, Mais tu n'es pas toute celle à venu. Biarritz, oui. Voilà, toutes celles à Ouais. Biarritz. Évidemment, on se rappelle de la première édition qui était sous la tempête, qui était incroyable. Oui. C'est vrai qu'on a de très bons souvenirs. Enfin, de toute façon, tous les Surfing Bitcoin étaient quand même super cool. On est très heureux, évidemment, de t'y avoir invité à chaque fois. Tout simplement parce que tu représentes un secteur et une industrie particulière qui est celle du minage. Mais tu sais quoi, je vais te laisser te présenter en quelques minutes avant qu'on attaque ce premier épisode, parce qu'on aura deux épisodes ensemble. Ok, bon, tu l'as dit, je m'appelle Sébastien Gouspillou, je suis mineur de Bitcoin et donc je suis le fondateur de Big Block. Au départ, Big Block Data Center qu'on a créé en début 2017 et puis Big Block Green Services et on a décliné des Big Blocks un peu partout dans le monde depuis. Ok. Et donc, tu as commencé quand d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous refaire un petit historique Je suis tombé dans le rabbit hole en 2015. Vraiment, c'est là que je suis devenu Bitcoiner. Et donc, à l'époque, je bossais en Asie. Et j'ai eu l'occasion de visiter une ferme de mining à Taïwan. Je crois que c'était décembre 2015, novembre ou décembre. Et là, j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire comme job. Ok, trop bien. Et donc, sans plus tarder, donc déjà, je vais vous expliquer le thème d'aujourd'hui. C'est donc le crash industriel français. Pourquoi EDF aurait dû devenir un géant du Bitcoin? Mais avant de rentrer évidemment dans le fond de ce podcast, on va quand même rappeler les bases pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'évidemment, nous, l'idée, c'est de démocratiser Bitcoin. Donc, c'est important en fait de reprendre les sujets de base pour que tout le monde puisse bien comprendre les enjeux. Donc, déjà, ma première question, c'est est-ce que tu peux rapidement nous définir le minage et comment ça marche exactement? Alors, pour faire simple, Alors, hein, pour faire simple, ouais, voilà, pour parce faire simple. que, pardon aux puristes et aux vrais connaisseurs, mais le mining, c'est difficile à résumer. En gros, tout le monde a entendu dire que le Bitcoin consommait beaucoup d'énergie. Effectivement, le réseau Bitcoin euh, est, comment dirais-je, sécurisé par des ordinateurs. C'est-à-dire que si je t'envoie 10 euros en Bitcoin, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de ce qu'on appelle de middleman, d'intermédiaire. Il n'y a qu'un réseau de machines qui va valider cette transaction. Et donc, il y a des machines comme ça partout dans le monde, ce qu'on appelle des fermes de mining partout. Et donc, c'est des machines spécifiques, des ASIC, qui calculent toute la journée. Et donc, ils se mettent en concurrence pour trouver le bloc, pour s'approprier le bloc. Et actuellement, donc, il y a une récompense pour le mineur qui trouve le bloc de 3 bitcoins 125. Et c'est toutes les 10 minutes, cette loterie. Ok. Ce qu'il faut évidemment rappeler à notre audience que justement le système Bitcoin fait qu'il y a une création monétaire qui est parfaitement millimétrée, Connu, ouais, ouais. connue. Donc effectivement au début on était à 50 Bitcoins minés toutes les 10 minutes environ et il y a une réduction de moitié tous les 4 ans environ, donc tous les 210 000 blocs, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on a commencé à 50 et aujourd'hui on est à 3,125. Mm. Et d'ailleurs, le prochain halving, il est quand déjà? Dans 2 ans à peu Ouais, dans près, 2 ans à peu hein. près, oui, c'est ça. Et bref, et donc ça, c'est vrai que c'est connu à l'avance et on sait que le dernier Bitcoin sera miné aux alentours de 2140, si je dis Absolument. pas de bêtises. Il reste à peu près 1 million de bitcoins à aller chercher. On a passé le cap des 20 millions, là, donc il n'y en aura jamais que 21 millions. Donc il reste 1 million de bitcoins dans le prochain siècle et demi à aller chercher. Ouais. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux aussi nous parler d'une notion importante qui est le hash rate? Alors, est-ce que tu pourrais, pareil, expliquer ce qu'est le hash rate de manière très simple? Ouais, alors là c'est plus facile. Le hash rate, c'est la puissance de calcul d'une machine. Voilà. Donc le hash rate mondial, c'est la puissance totale de toutes les machines mises bout à bout. D'accord. Et donc justement, là, depuis la création du Bitcoin, on voit que le hash rate ne fait que dépasser de record en record. Ah oui. Donc là, ouais, je ne sais plus où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, on mettra
On mettra justement la courbe du hash rate pour que tout le monde se rende compte de En la tout, montée. en tout cas, ça, c'est vraiment une courbe qui monte de manière très régulière et très forte depuis le début. Ouais. Je pense qu'on est à 140 exahash, quelque chose comme ça aujourd'hui, hein. Ce qui est énorme, bien sûr, hein. Donc, ouais, ça monte régulièrement, plus régulièrement que le cours. Donc ça veut dire que finalement, plus le hash rate est important, plus le réseau est sécurisé et plus il est difficile de le hacker. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça ou pas du tout? Oui et non, disons que ça sécurise euh, le fait de pouvoir faire une attaque à 51%, donc de s'approprier 50% de la puissance du réseau, donc le hash rate total. C'est dangereux pour Bitcoin dans la mesure où on pourrait faire une attaque, ce qu'on appelle une attaque Goldfinger. Et plus le hash rate est gros, plus ça devient improbable de s'approprier 50% de cette puissance. Voilà, donc c'est ce qui fait que la sécurité est plus importante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 5 ans, par exemple, 4 ou 5 ans. Ok. Et donc, pour revenir donc au Bitcoin et au fonctionnement du Bitcoin, donc le Bitcoin travaille avec le Proof of Work, donc la preuve de travail, qui est aujourd'hui, je crois, une des dernières cryptos qui utilisent ce protocole de sécurisation. Si je dis pas de bêtises, alors peut-être qu'il y en a d'autres. Je sais même pas trop. Le Litecoin, je pense, continue à travailler en Proof Peut-être. of Work. Je m'y adresse plus vraiment. Voilà. Le Ethereum. Mais voilà, et classique, ouais. c'est justement là où je voulais t'amener, c'est que, alors je sais même plus exactement, je crois que c'était en 2022, donc Ethereum, qui est évidemment une blockchain très connue, utilisait le Proof of Work jusqu'à une certaine date, donc je crois que c'est 2022, on remettra évidemment la date exacte, pour passer au Proof of Stake. Alors déjà, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer rapidement, et si tu veux je compléterai derrière, la différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake? La différence la plus, l'effet le plus, la plus grande différence, c'est que la Proof of Stake, là, du coup, il n'y a plus d'absorption d'électricité. Il n'y a plus besoin d'électricité. C'est plus basé là-dessus. Le protocole n'est plus une preuve de travail avec une absorption d'électricité, mais juste, c'est une preuve de dépôt, en fait. Donc, dans le cadre d'Ethereum, il faut avoir X Ethereum mis de côté pour devenir un validateur, en fait. Voilà. Donc, on retrouve Ok. un peu une oligarchie où les riches décident. C'est ça. Et nous, ce qu'on appelle, c'est le proof of wealth, parce que finalement, plus tu es riche, plus tu as des terres en ta possession, et plus tu peux justement avoir quelque part le contrôle, en tout cas provoquer cette sécurisation du réseau Ethereum, et donc potentiellement avoir des mauvaises intentions derrière. En tout cas, c'est absolument pas le cas avec le proof of work, parce que là, on est bien sur une preuve de travail avec de l'énergie qui doit être dépensée. Et cette énergie, tu ne peux pas la récupérer. Donc il faut forcément dépenser. Donc on est vraiment sur justement des conceptions radicalement différentes Bien sûr, puis entre les deux. chaque nouveau jeton Bitcoin, il faut te dire qu'il y a une dépense d'énergie faite, donc qui détermine aussi la valeur, pas le prix, mais la valeur du Bitcoin, le fait qu'il ait une valeur. Hein, Complètement. on dit toujours que ça n'a pas de valeur intrinsèque. Mais déjà, Rien n'a une valeur intrinsèque, mais au moins on peut dire au qu'il a minimum, c'est la dépense la dépense énergétique énergétique. qui a un coût. Et ça, tu vas nous en parler. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition. Parce qu'en fait, au tout début, d'ailleurs, je pense que tout le monde s'en rappelle, enfin tout le monde en tout cas en a entendu parler, on pouvait miner du Bitcoin sur des cartes graphiques ou sur des ordinateurs. Mm. Alors, est-ce que tu peux, pareil, peut-être nous expliquer comment tu minais, toi, à l'époque où tu as commencé, et comment est-ce que aujourd'hui tu mines ton Bitcoin? J'imagine que c'est radicalement différent. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique du minage, de la méthode pour miner du Bitcoin? Ouais, alors moi je suis arrivé donc 2015-2016, c'était déjà la période des ASIC. Donc depuis, ça n'a pas changé. La technologie est la même, les machines se sont beaucoup améliorées en termes d'efficacité énergétique, mais c'était déjà nous les ASIC. On pouvait déjà plus miner du Bitcoin avec des cartes graphiques. Enfin, on pouvait, mais ça n'avait aucun intérêt. Il valait mieux miner de l'Ether ou d'autres protocoles avec des GPU. Au tout début, bien sûr, Satoshi Nakamoto était le seul mineur. Donc, il minait avec son ordinateur. Il a trouvé un copain qui s'est mis à miner avec lui, puis 4, puis 8, puis 10. Et puis, très vite, il a été question de milliers de mineurs sur leur PC personnel. Et puis, il y en a qui se sont dit, je vais avoir beaucoup plus de puissance de calcul avec des cartes graphiques. Donc, ils ont commencé à introduire les GPU. Et du GPU, on est passé aux ASIC et ainsi de suite. Le métier, enfin le mining, c'est vraiment professionnalisé. C'est vraiment devenu un job qu'on peut plus faire à la maison depuis des années, depuis 2014, je dirais. Donc voilà, c'est devenu quelque part un métier totalement industriel. Oui. Et justement, il y a énormément de grandes entreprises, notamment aux États-Unis et au Canada,
qui se sont spécialisés là-dedans. Est-ce que peut-être tu peux les citer et nous dire aujourd'hui Au Canada, pas plus... tellement. Ah ouais. Hein. Le plus gros, c'est Bitfarm au Canada. Et Oui, donc, voilà, c'est ça. ils Ouais. viennent d'annoncer qu'ils arrêtaient le mining, Ah oui, qu'ils allaient, d'accord. Ah oui. qu'ils allaient passer sur autre chose. Ok. Aux États-Unis, c'est les grosses publiques, hein, donc des entreprises qui ont été créées assez récemment. En fait, quand le Bitcoin a commencé à devenir mainstream, acceptable par la grande finance de New York, que là, ils ont réussi à lever des fonds pour faire des fermes de mining. Donc, je pense à Riot Mining, Marathon Mining, Core Scientific. Core Scientific est devenu le mineur numéro 1 du monde dans l'espace de 3 mois. Il n'existait pas 3 mois avant. Voilà, ils ont levé, je ne sais plus combien, 5 milliards, je crois, à la bourse, pour créer des fermes. Okay. Donc le métier c'est complètement a vraiment changé au moment des ASIC, donc 2014-2015, et puis après avec l'arrivée de ces super riches sur notre marché. Il faut savoir que on était considérés comme des aventuriers un peu frappadingues, hein, des crypto anarchistes. Maintenant, le plus gros acteur au monde, c'est BlackRock, qui détient 6% du mining mondial. Donc Okay. voilà, on est. Mais alors, il le détient indirectement? Oui, il a des participations dans les grosses publiques, justement. C'est ça, ouais. c'est ça. Et des boîtes comme Bitmain, d'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être aussi nous expliquer leur activité et est-ce que tu as travaillé avec eux et dans quel contexte? Alors Bitmain, c'est le fabricant leader des machines ASIC, justement. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 fabricants qui sont tous chinois. Ça a toujours été chinois, mais quand j'ai commencé, il y avait un fabricant en Inde, même 2, je crois bien. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est chinois? Ouais, pourquoi, enfin, je veux dire, historiquement, qu'est-ce qui fait que... Parce que toute l'électronique maintenant est faite en Asie, hein, et donc c'est les Chinois qui se sont intéressés à ça. Je te dis, il y avait des fabricants indiens, mais je pense qu'ils ont subi le joug la répression du gouvernement. Alors que les Chinois, bizarrement, ont laissé travailler Bitmain, Canaan et MicroBT, qui sont les 3 fabricants aujourd'hui qui subsistent. Donc, quand j'ai commencé, il y avait au moins 20 fabricants chinois, et puis ces 3-là ont racheté tous leurs petits concurrents. Okay. Donc aujourd'hui, c'est assez. On en parle assez peu. Les bitcoiners souvent ne s'intéressent pas assez au mining. Oui. On réalise assez peu que le danger, il y a un vrai danger qui persiste sur Bitcoin, c'est la domination totale des Chinois sur ce marché-là, avec uniquement 3 fabricants. Donc on peut envisager. Les Chinois, ils adorent interdire Bitcoin, hein, ils le font régulièrement. Ça, on en parlera tout à l'heure. Tous les 2 ans. Donc si demain ils saisissent les 3 usines, il n'y a plus une seule machine ASIC qui sort pour sécuriser le réseau Bitcoin. Oui, d'ailleurs, ce serait catastrophique, ça. Enfin, quel serait l'impact de ça, d'ailleurs? Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce risque systémique. Là, c'est marrant, hein, tu vois. C'est vrai. Plus une seule machine qu'on peut sortir de Chine. Parce que d'ailleurs, c'est quoi la durée de vie d'une machine? Parce que quelque part, il y aurait quand même une durée de vie des machines qui sont déjà... Tu as trouvé la réponse qui fait qu'il y aurait un délai assez long quand même où on pourrait continuer à miner, mais sans renforcer le réseau. Et une machine, nous, on a encore des S9 qui tournent au Virunga qui ont plus de 8 ans. Ouais. Donc les machines, elles sont increvables. Et les durées de vie, mais justement, il me semblait que c'était moins de 8 ans. Ah, en tout cas, sur le catalogue, ils garantissent l'obsolescence programmée, c'est quoi? Il n'y a pas d'obsolescence programmée, justement, c'est ça qui est intéressant. Et souvent, les machines deviennent obsolètes à cause de ton prix d'électricité. Donc, par exemple, Bitfarm, dont je parlais il y a 2 minutes, là, lui, il fait tourner ses machines très peu de temps, 2 ans, et au bout de 2 ans, son électricité est trop chère pour que ses machines restent rentables. Nous, c'est pas notre cas. On travaille toujours hors réseau, donc sur du surplus électrique, donc avec des prix d'achat qui sont très bon marché, des prix d'électricité. Ça, d'ailleurs, on va y revenir. Et donc, on peut faire tourner des bécanes aussi longtemps qu'elles veulent bien tourner. Donc, on pourrait avoir des bécanes qui tournent 8 ans. Ça veut dire qu'on a pris 3 vieilles machines pour en faire une. Hein. Il nous en reste peut-être 500 sur un stock de 2000 au départ. Mais en tout cas, c'est solide. Ouais. Donc, on pourrait tout à fait envisager que les 3 usines chinoises soient saisies par le gouvernement et continuer à miner pendant 4-5 ans derrière sans trop de problèmes. Mais ça veut dire que les autres fabricants qui ont des velléités d'arriver sur le marché devraient faire vite, quoi. Et il y a des projets aux États-Unis, Jack Dorsey notamment, a déjà lancé une gamme, mais ça reste expérimental, prototype, quoi. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, là, on a posé, je pense, le cadre pour qu'on puisse mieux comprendre la suite de ce podcast. Et avant justement d'arriver dans le fond du podcast, j'aimerais quand même qu'on puisse sortir de certains poncifs. Parce qu'évidemment, donc ça d'ailleurs, c'était souvent tes keynotes à Surfin. Bitcoin va polluer la planète. Bitcoin, évidemment, va tout détruire. Bitcoin, la planète. C'est le mal absolu. Est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi est-ce que Bitcoin justement est un atout pour l'environnement et pour l'écologie?
D'abord, aujourd'hui, on peut constater que tous les articles ultra-alarmistes, notamment Newsweek, qui avait été repris par le World Economic Forum en 2017, annonçaient qu'il n'y aurait plus d'électricité du tout sur Terre à cause du Bitcoin en 2020. J'ai l'ami Philippe Béchat qui avait repris ça sur BFM en expliquant qu'il faudrait 2 planètes d'ici 2020 Ok. pour alimenter Incroyable. toute la demande électrique du Bitcoin. Voilà. Donc bon, on voit bien que c'est faux aujourd'hui. En 2025, on arrive toujours à avoir de la lumière dans ce studio. Donc le Bitcoin n'a pas bouffé toute l'électricité de la planète, loin s'en faut. En fait, euh, c'est quelque chose qui est... On pense souvent qu'on manque d'électricité. En fait, au global, on a trop d'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir satisfaire la demande, on est obligé de construire un outil électrique qui est beaucoup plus puissant que la demande maximale. Et surtout quand on utilise du renouvelable qui est intermittent. Donc on va avoir des capacités de production énormes s'il fait beau avec beaucoup de vent le même jour, et puis beaucoup moins s'il n'y a pas pendant la nuit sans aucun vent. Donc en gros, aujourd'hui, la carte électrique, tu as une puissance installée qui est 3 fois supérieure, enfin qui pourrait produire 3 fois plus d'électricité que ce qui est consommé dans le monde aujourd'hui. Et le mining de Bitcoin, il vient se positionner sur ce différentiel, sur cette énorme puissance de production qui est trop forte pour la plupart du temps. Donc elle est conçue pour répondre à un pic. Voilà. Et les pics, c'est 10% du temps. Le reste du temps, ton outil électrique, il est trop gros. C'est ultra connu, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de confort pour Bitcoin, pour s'implanter, pour grossir. On pourrait faire 15 réseaux Bitcoin largement avec les surplus électriques qui existent dans le monde. C'est pour ça que ça n'a jamais été un danger. Moi, ça m'a toujours paru surnaturel que les gens agitent les gousses d'ail en disant c'est le diable, le mining de Bitcoin, ça va tuer l'électricité. C'est tout le contraire. C'est un énorme atout pour un électricien. Parce que c'est l'espèce d'outil dans lequel il va mettre sa production, même s'il n'y a pas de demande. Donc Bien ça sûr. lui permet de faire tourner son outil de manière beaucoup plus cohérente, quel que soit l'outil. Que ce soit un barrage hydroélectrique ou que ce soit une centrale nucléaire. Comme vous le savez, on a lancé une formation Investir en Bitcoin. Cette formation vous permet de mieux comprendre Bitcoin et comment intégrer Bitcoin dans une stratégie de gestion de patrimoine. N'hésitez pas à découvrir cette formation dans la description. Bah, c'est ça, parce qu'on va revenir, et ça, c'est peut-être qu'on aurait dû le dire aussi avant, c'est quoi finalement ton modèle économique? Toi, ton modèle économique, c'est d'essayer de choper l'électricité la moins chère, globalement, pour avoir justement les récompenses du mining qui te permettent de justement rentabiliser ton entreprise, en gros. Oui, alors la recherche, c'est même pas de l'électricité pas chère. Notre recherche, c'est de l'électricité perdue. C'est-à-dire que Oui, voilà. moi, mon job, c'est d'aller chercher des centrales, vraiment de se positionner sur les centrales et de voir leur performance. C'est-à-dire que tu as des centrales qui font, j'en connais plein, qui font, allez, admettons, 40 mégawatts et qui ne feraient que 10 mégawatts, ça suffirait pour la demande qu'elles ont. Donc tu te retrouves, admettons, 40 mégawatts, 4 turbines, tu as 3 turbines qui ne tournent pas, il n'y a qu'une turbine qui tourne en permanence. Donc ils font tourner entre elles les turbines pour que chacune travaille de temps en temps. Mais voilà, tu as un énorme outil électrique qui n'est pas exploité à 100% de son potentiel, parfois juste à 10% de son potentiel. Il y en a partout. Et donc, nous, notre job, c'est de trouver ces centrales-là et de dire, vous avez là une capacité de production, une extra capacité qui dort. Voilà, si vous faites tourner votre usine plus fort, ça ne va pas vous coûter un sou de plus. Par contre, ça va vous rapporter tout ce que nous, on va vous donner. Donc, c'est ou 0 ou 1. Voilà, parce que c'est nous qui faisons le prix à ce moment-là. Ok. Et toi d'ailleurs, justement, dans ta carrière, est-ce que peut-être rapidement tu peux nous en parler, justement, parce que ce sera d'ailleurs l'objet plutôt du deuxième podcast, mais c'est quand même intéressant de voir toi, avec Big Block, je crois que tu es allé dans différents pays. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter 2, 3 petites anecdotes sur justement cette recherche d'électricité pas chère, ou en tout cas d'électricité perdue, parce que je sais qu'évidemment on t'appelle un peu l'Indiana Jones du Bitcoin. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Parce qu'en fait, nous, on a toujours recherché ça, les extra capacités. Donc, ça nous a imposé d'aller voir loin, surtout hors Europe, parce qu'on a compris en Europe qu'ils étaient partis du principe que ça allait être polluant, que le Bitcoin, c'était pas bien. On te rappelle Bruno Le Maire dire on va verdir la blockchain. Donc, une incompréhension motivée essentiellement par les banquiers centraux qui ont convaincu les politiques que Bitcoin, c'était pas bien. Donc, on est allé chercher l'électricité ailleurs et les anecdotes, on en a plein, mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que nous, on a vite compris que ça pouvait être un avantage énorme pour un électricien, mais aussi un handicap pour un pays si c'était mal géré.
Et on a plein d'exemples. Le premier exemple que j'ai eu, c'était la Géorgie. C'était un projet que j'avais de monter une ferme en Géorgie sur de l'hydro. Et là-bas, c'est assez facile. J'ai rencontré le ministre de l'Environnement et de l'Écologie. Et je lui ai dit, votre pays, il est en danger parce que votre électricité est subventionnée, elle n'est pas chère. Elle est un peu trop chère pour nous, mineurs étrangers, mais à ce prix-là d'électricité, c'était autour de 5 cents à l'époque. Je lui ai dit, vous allez avoir plein de gens de votre pays qui ont des moyens, qui vont créer des petites fermes partout sur le réseau. Vous allez vous retrouver face à des blackouts. Et nous, en tant que bitcoiners, on n'aime pas ça parce que ça veut dire que les gens ils vont se retrouver sans électricité en plein hiver. Ils vont détester le mining de Bitcoin. Ils vont détester Bitcoin. Et nous, on est des mineurs avant tout bitcoiners. Et le gars me dit, on est un pays libéral ici, ça ne sera pas nous qui régulerons ça, le marché va réguler ça. Et un an après, ils avaient leur premier blackout, ils en ont eu un autre 2 mois après. Et donc effectivement, ils ont régulé par la terreur, c'est-à-dire en augmentant le prix de l'électricité pour les mineurs, ce qui fait que personne n'est content. Et nous, fort de cette expérience, on a toujours travaillé avec les gouvernements et les compagnies d'électricité pour leur expliquer ça. Et ça a toujours du mal à rentrer. Donc souvent, on voit des gouvernements qui finissent par se convaincre, ouais, on va faire du mining, ils le font mal, et ils se retrouvent avec trop de mineurs. Ou trop de mineurs en même temps. Voilà. C'est un énorme avantage pour un électricien, mais il faut que ce soit vraiment bien géré. Okay. Et mis sur le réseau de manière progressive, parce qu'il n'y a pas que la puissance pure, c'est-à-dire que si une centrale, tu peux lui tirer 100 MW sur sa puissance installée, et que tu mets 50 MW sur le réseau, la centrale elle est loin d'être mise à mal par l'absorption électrique, mais ça peut créer de l'impédance sur le réseau, ça peut créer en tous les cas, des problématiques, un peu comme ce qu'a connu l'Espagne, tu vois, quand il y a eu le blackout. Là, ça n'a rien à voir avec le mining. Ouais. Mais ce genre de réaction peut faire que tu te retrouves avec des coupures d'électricité sur le réseau. C'est ce qui se passe en Éthiopie actuellement, par exemple. L'Éthiopie, un pays qui a été très long à convaincre, et quand il a été convaincu, qui a lâché la bride trop vite et qui a accepté des trop grosses fermes. Ok. Et est-ce que tu peux aussi nous parler rapidement du Virunga, quand même, parce que c'est aussi ton petit bébé, j'imagine. C'est surtout la ferme la plus connue du monde aujourd'hui. Ouais. Hein. C'est une petite ferme. Ça fait, la centrale fait 15 mégas, donc la ferme doit faire 11-12. Mais c'est la ferme la plus emblématique du monde parce que c'est le plus bel exemple de mining. Hein. C'est dans un parc national, le parc national des Virunga au Congo. C'est le plus vieux parc national d'Afrique. C'est le plus précieux. C'est celui qui... Il y a 80% des espèces animales d'Afrique qui vivent dans ce parc. Hein. Magnifique. Et donc, il y a les derniers gorilles de montagne, il y a des éléphants, des hippopotames. Et surtout, c'est dans une zone de guerre. C'est-à-dire que le Nord Kivu, hein, c'est connu. Là, c'est le M23 maintenant qui fait la loi à Goma. Mais ça a toujours été une énorme zone de guerre depuis le génocide au Rwanda. Et donc, c'est une zone qui est dangereuse. Mais malgré tout, le conservateur du parc, le directeur du parc, Emmanuel de Mérode, a décidé de créer de l'emploi dans cette région, de sauver cette région de la déforestation. La déforestation est essentiellement due à la coupe du bois pour faire du charbon de bois, qui est la source d'énergie là-bas pour chauffer l'eau, en fait, quoi, se nourrir et tout. Tout le monde cuisine au charbon. Et donc, lui, il a décidé de faire des centrales électriques pour amener l'électricité aux populations, pour éviter la déforestation. C'était la première idée. Et en fait, l'électricité amène des possibilités de faire de la petite industrie, de faire des ateliers, de créer des emplois, énormément d'emplois. Donc, il veut dynamiser sa région comme ça et également repousser la guerre en créant de la prospérité. Donc, ça marche. Hein. Il a créé chocolaterie, savonnerie. Et précise aussi que ce sont des centrales hydroélectriques. Hydroélectriques, bien sûr, voilà. 100% green et au fil de l'eau, sans barrage. Parce que aussi, l'écologie veut dire un barrage, c'est polluant, on inonde une zone et tout. Les centrales au fil de l'eau, c'est très, très peu impactant pour la nature. Hein. Il y a un peu de béton à l'ouverture, mais c'est tout, quoi. Et donc, c'est une énergie extrêmement propre. Et donc, nous, on s'est retrouvés sur sa 3e centrale électrique. Donc, les 2 premières ont été des francs succès. La 3e, quand il s'est retrouvé en fin de construction, il m'a contacté en me disant quand on a construit, le projet tenait la route. Et maintenant qu'on arrive en fin de construction, on est envahi par les troupes rebelles. Et donc, il devient très difficile de tirer les lignes. En fait, moi, j'ai vu. Hein, j'ai vu les électriciens partir dans la jungle et revenir au bout de 2 jours avec les véhicules avec des trous de balles sur la carrosserie partout. Les gars revenir sains et saufs en se disant on a sauvé le véhicule, mais on n'a pas sauvé le câble ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, hyper dangereux. Et donc, ils savaient bien que sa centrale allait démarrer sans client. C'est très compliqué de démarrer une centrale si tu n'as pas de client du tout. Tu ne peux même pas faire les tests parce que l'électricité, une fois qu'elle est produite, il faut l'absorber quelque part. Hein. Les gens ne comprennent pas ça, mais il faut la transformer en chaleur quelque part. Et donc, il envisageait d'acheter, pour tester la centrale, parce que tu es obligé au bout d'un moment de signer les documents comme quoi elle est finie, d'acheter ce qu'on appelle des bancs de charge. Les bancs de charge, c'est des conteneurs de résistance. Donc, tu vas acheter
1 mégawatt de conteneur avec des résistances électriques juste pour tester ta centrale. Et ça vaut 30 000 $, tu vois. Donc, il nous a contactés, on l'a rencontré en France. Il était venu voir sa mère en France qui a un château à Angers. C'est le prince Emmanuel de Méron, hein, c'est une famille royale. Donc, Ok. voilà, elle, sa maman est du côté royauté française et son père, c'est donc un prince belge. Ok. Donc, on le rencontre dans ce fameux château, il nous explique sa problématique. Et donc, on a dit, OK, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, on a commencé le mining quelques mois après, à l'ouverture de la centrale, en septembre Incroyable. 2020. Et d'ailleurs, je me rappelle une de tes keynotes à Surfing Bitcoin qu'on remettra d'ailleurs justement en souvenir. Et il y avait justement, tu avais fait un petit film Mm. qui d'ailleurs en plus avait été repris. Ça n'avait pas été repris par je sais plus qui, non? En fait, Par le non. WEF, non? Par le World Economic Forum, non? Le World Economic Forum a refait un autre petit Ah film oui, voilà, oui, pour c'est ça, expliquer la ferme des Virunga et dire finalement, Ouais. est-ce que le mining, c'est Ben voilà, aussi c'était ça. pourri que ça, ouais. Oui, c'est vrai, Et c'est puis vrai, cette ferme est devenue connue aussi parce que en 2021, à Miami, donc c'est le grand show Bitcoin ouais, ouais, de Bitcoin Miami, ouais, ouais. était présenté. La première scène, c'est Alex Glashtin qui est sur Ouais. scène, donc le patron du Et Human après, oui, il y a Rights Jack Foundation. Dorsey, oui. putain, Jack Dorsey ça, arrive et donc ouais. ils discutent tous les deux, ils discutent de la ferme des Virunga. Ouais, c'est Ouais, vrai. et c'est là que la ferme des Virunga est devenue très connue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on remettra aussi le passage, on s'en rappelle. Ok, trop bien. Et puis bon, c'est vrai que cette ferme est extrêmement utile. Donc Emmanuel l'a dit depuis devant des journaux, dans le journal Nature, je crois, il avait répondu. À l'époque, il disait que ça avait sauvé les finances du parc, que c'était 150 000 $ tous les mois qui rentraient grâce à ça. Le budget total du parc, c'est aux alentours d'1 million de dollars par mois. Ok. Aujourd'hui, c'est plus que ce qu'il avait annoncé à l'époque. Donc c'est une part très importante des incomes, des entrées d'argent du parc. Et donc ça paye les rangers, ça paye les infrastructures, ça paye les avions. Enfin, ça participe énormément de l'économie du parc. C'est vrai que du coup, c'est un extraordinaire exemple justement pour montrer. C'est un très bel exemple parce que qu'est-ce que tu veux mettre d'autre que du mining sur une centrale isolée où tu n'as pas de boucle électrique, tu n'as que cette alimentation électrique d'une centrale au fil de l'eau, donc qui subit des pannes, qui subit des maintenances. Donc régulièrement on est coupé. C'est une zone extrêmement orageuse, donc il y a des orages quasiment tous les soirs, mais énormes, hein. J'ai vu le Ok. ciel rempli d'éclairs. Ah ouais. Hein, ouais. Et donc on est coupé assez régulièrement. Il n'y a que le mining qui peut supporter, qui peut être à la fois aussi gourmand, c'est-à-dire être électro-intensif et accepter d'être coupé. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de dire qui est extrêmement important dans le business du minage, c'est que en fait, l'énergie ne se stocke pas. Parce que c'est vrai que ça, les gens dans l'inconscient collectif, on peut se dire bon, bah voilà, tu produis de l'énergie, tu peux la stocker, mais en fait, elle se consomme immédiatement. En fait. Est-ce que tu peux expliquer, oui, très rapidement ce point-là? L'électricité en soi, ça ne peut pas se stocker. Donc, quand tu fais de la batterie, par exemple, tu ne stockes pas de l'électricité. Et puis surtout, même les grosses batteries aujourd'hui que tu trouves, tu as un réservoir très très faible, quoi, hein. Donc tu ne peux pas stocker 3 à 4 jours d'électricité en se disant je vais la revendre un jour. Non, ça n'existe pas. Donc, Et puis pareil, même à transporter, je crois que c'est un coût qui est extrêmement élevé. je te dis, il faut pouvoir tirer les lignes. C'est Bah, surtout c'est ça. Là, en Voilà. l'occurrence, la guerre fait que tirer des lignes, ça devient très, très hasardeux. Donc, il y a un client sur place qui peut... C'était la seule solution. C'est qu'en attendant qu'il puisse tirer les lignes, et ça peut durer 10 ans, hein, la situation de guerre. Ça fait 5 ans que ça dure, hein. Ça fait 5 ans qu'ils ont pu tirer que quelques petites lignes sur des petits villages autour. Mais traverser les deux monts... Enfin, passer les deux monts pour alimenter le plus gros des villages, enfin la ville qui est derrière, pour l'instant, c'est pas possible. La sécurité ne le permet pas. Donc, un gros client qui vient, mais aucun gros client électro-intensif ne peut venir travailler dans ces conditions. D'abord, des conditions de guerre, pas de route, de vrais aéroports, très difficile de se faire livrer quoi que ce soit, pas d'hôtel, pas de restaurant. Enfin, c'est des conditions de travail qu'une industrie ne veut pas rencontrer. Puis surtout, avec un update qui est pas à 100%. C'est-à-dire que tu as de l'électricité quand tu as de l'électricité. Hein. Ok. Et surtout sans préavis. C'est-à-dire que quand l'orage arrive et met la centrale en sécurité, on n'a plus d'électricité du jeu en une seconde. Voilà. Incroyable. Donc on a inventé des logiciels qui font que c'est pas grave, les arrêts des machines comme ça intempestifs, c'est pas grave, c'est géré. Et donc c'est un outil qui est extraordinaire pour un électricien. Ils adorent ça. Ouais. Tu peux pas les priver de mining maintenant. Ok. Bon, en tout cas, c'est une belle expérience. Tu en es très fier. Donc là, ça tourne toujours, j'imagine. Ça tourne toujours. Et donc la 4e centrale vient d'être finie de construire là, à Ronguba. Et là aussi, bizarrement, ils avaient une énorme demande sur Goma d'électricité qui était en augmentation de 30% tous les ans. Et puis, quand les M23 ont commencé à bombarder Goma et à envahir Goma, la population est partie, donc la demande électrique a complètement chuté. Donc là, en fait, la centrale de Matébé qui alimente Goma se suffit à elle-même. Et la nouvelle centrale qui est énorme, qui fait 30 mégas,
Pour l'instant, on n'a pas de demande. Donc c'est là où les mineurs vont arriver. C'est là où il faudrait mettre du mining. Donc là, Emmanuel a mis 3 conteneurs, mais Ok. c'est une zone extrêmement dangereuse parce qu'il n'y a pas d'autorité. Si tu veux. L'autorité est un groupe rebelle. On a beau savoir que c'est une armée financée par le Rwanda, c'est pas un État, c'est le M23. Donc s'ils décident de dire cette centrale électrique et puis tout ce qu'il y a autour, c'est à nous, bah, c'est à eux. Hein. Ok. Donc pour l'instant, nous, on n'y va pas, c'est trop dangereux pour nous. Ok. Bon, écoute, revenons en France. Oui. Voilà, ça, on connaît mieux. On va dire que c'est plus, il y a plus de sécurité en France, en tout cas. Voilà, même si Ouais, enfin, à titre personnel, pas trop. voilà, on pourra en parler, mais voilà, effectivement. Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer le mix énergétique français et comment EDF finalement s'intègre dans tout ça? Bon, le mix électrique français, il est connu. Hein, c'est essentiellement du nucléaire, de l'hydro. Est-ce que tu as des pourcentages ou pas? Non, j'ai pas Non, les pourcentages. ok. Je sais que l'hydro reste le plus gros renouvelable. Enfin, attention, parce que maintenant, brûler du bois, ils estiment que c'est du renouvelable. Alors, c'est compliqué. Pour moi, le renouvelable, c'est l'hydro, le solaire et l'éolien. Ouais. Donc, il y en a de plus en plus, du solaire et de l'éolien. Voilà, mais bon, la grosse dominante, c'est le nucléaire. Ouais. Ok, et donc moi en préparant ce podcast, j'ai appris des choses incroyables. Donc on sait qu'évidemment la France a une puissance énergétique extrêmement forte, avec un nucléaire extrêmement fort qui a été impulsé par De Gaulle, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas Ouais, Mesmer, à l'époque. ouais. Voilà, où on a, si je ne dis pas de bêtises, on est la première puissance nucléaire européenne, pardon. En 2024, on a été encore les premiers en termes de mégawattheures produits. Ouais. Ah, c'est dingue. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a énormément d'énergie qui n'est pas utilisée. Même ce que tu me disais, même en préparant ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque 50%, même moins de 50% qui est utilisé. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, il me semblait, ou 60, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était que 60% étaient utilisés, et qu'il y avait justement une... C'est le taux de fonctionnement de nos centrales. Voilà. On travaille à peu près, même là pendant le Covid, on est même descendu à 55% Voilà. de taux des centrales nucléaires. Voilà. C'est pas conçu pour ça, les centrales à eau pressurisée, comme ça, c'est fait pour travailler en base à 100%. Voilà. Bah oui. Donc on module nos centrales nucléaires en France, et c'est malheureux parce qu'on a cette possibilité effectivement d'alimenter du mining plutôt que de réduire la production de nos centrales. Et donc il n'y a pas de... Quand tu modules, tu n'as pas vraiment de gaspillage parce que l'électricité n'est pas produite. Mais on pourrait la produire. Ça ne coûterait pas plus cher à EDF. Et souvent, en fait, lorsqu'il y a des surplus énergétiques, en fait, ils la revendent à prix négatif. Alors ça, c'est un autre effet. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, malgré le fait que nos centrales ne travaillent qu'à 60-65%, on produit quand même trop de jus. Et donc, quand on produit trop de jus, notamment qu'il y a du vent et du soleil, on essaie de vendre ça chez nos voisins, qui eux aussi ont du vent et du soleil à peu près en même temps que nous. Donc, on se retrouve à donner de l'argent pour réussir à écouler nos mégawattheures. Et beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, une électricité, quand elle est produite, elle doit être transformée quelque part. Absolument. Les gens pensent qu'on plante le câble dans le sol et c'est fini, mais c'est pas du tout comme ça que ça se danse. Ok, et c'est justement avec ce constat-là qu'en 2017, tu étais allé voir EDF. Est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu le début de tes discussions avec eux, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que quand tu vois des évidences comme ça, à un moment donné, tu te dis... C'était pas évident pour tout le monde à l'époque. Je crois que c'était évident que pour moi. Hein. on a créé Big Block avec, sur notre site internet, c'était écrit qualifier la France dans la compétition mondiale de la Proof of Work. Donc on avait bien notre idée derrière la tête. On était convaincus qu'il y avait un potentiel qui était moins évident qu'aujourd'hui. C'était moins connu, hein, que nos centrales tournaient pas à fond et tout. Et il y avait moins d'intermittents déjà à l'époque 2017. Ouais. Bref, on a monté une petite ferme à Orvaux, en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Et très vite, on a eu 2 mégawatts, ce qui faisait de nous le plus gros client industriel de la région, pratiquement, tu vois. Et donc, très vite, on a eu une relation assez proche avec EDF en local. Et donc, c'est remonté très vite chez EDF. À l'époque, ça parlait à fond blockchain et tout ça. Donc, on a vite été pris au sérieux. J'ai été invité chez EDF à animer j'avais une scène aux Electric Days dès 2018. Ouais, donc, on a assez vite convaincu chez EDF qu'il y avait un vrai truc à faire avec le mining. Ok, donc comment sont passées tes discussions? Est-ce que tu as rencontré tout de suite la direction exécutive? Est-ce que tu as rencontré justement des gens qui s'y intéressaient plus ou moins? Enfin, quels étaient justement tes interlocuteurs? Est-ce que c'était vraiment des décideurs?
Et comment se sont passées tes discussions avec eux? Bon, ça a été long, mais en tout cas, au bout d'un moment, EDF m'a envoyé 2 équipes à Orvaux. Donc, il y avait des gens de l'hydroélectricité de Grenoble et il y avait des gens de Pulse, l'incubateur ici à Paris. Et donc, ils sont venus en même temps visiter la ferme à Orvaux. Et donc, suite à ça, apparemment, les 2 équipes n'ont pas continué à travailler ensemble, mais bon, moi, j'étais un peu ignorant du truc. Et on a fini par coacher les gars de l'hydroélectricité de Grenoble, qui avaient dans l'idée de passer un appel d'offres pour essayer notre solution. Et donc, ils ont publié un appel d'offres pour commander 2 conteneurs de mining. Et donc, là, en 2018, EDF était la première compagnie nationale d'électricité au monde à miner officiellement et à tenter le mining comme outil. Donc c'était dingue, j'étais hyper content de mon coup. Tu m'étonnes. Et donc ça n'a pas tenu. L'autre équipe, ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est quoi cet appel d'offres? Je dis c'est vos collègues d'EDF, débrouillez-vous entre vous. Et donc, je sais pas, il y a eu une guerre d'ego. En tous les cas, ils ont fait annuler l'appel d'offres. Ok, donc toi, tu as halluciné. Ah bah ouais, on était un peu dégoûtés parce que déjà pour nous c'était un marché qui était juste énorme. Enfin, on était une toute petite boîte démarrante. Et puis surtout, on avait réussi notre objectif qui était de qualifier la France pour la Profofoire, au-delà de toute espérance parce que là, l'électricien national qui commandait des conteneurs, ça n'était arrivé nulle part dans le monde. Donc on prenait une avance considérable. Parce que, alors, on envisageait tous ces bitcoins minés avec une électricité gratuite, parce qu'une électricité perdue, tous ces bitcoins minés allaient enrichir EDF. C'est ça justement. Est-ce que tu les as dragués aussi de cette façon-là en leur expliquant que ça allait être aussi une manne financière extraordinaire? Est-ce que tu leur as fait des petites simulations financières on peut faire les simulations qu'on veut, mais si tu veux, en 2017, quand tu disais à des gens que le Bitcoin allait monter à 50 000 $ 5 ans plus tard, ils ne voulaient pas nous croire. Ils ne voulaient pas nous croire. Il n'y avait rien à faire. Comment tu voulais prouver ça? Et 5 ans après, il était à 70 000 $, donc on ne s'était pas trompé. Mais même nous, on avait beau se convaincre, tu vois, rien ne me dit que demain, le Bitcoin ne sera pas à 20 000 $. Bien sûr. Donc, cet argument de l'enrichissement était plus difficile que l'argument simplement, vous êtes obligé d'ouvrir les vannes pour balancer de l'eau de vos barrages là-bas dans l'Isère. On peut faire autrement. Et donc ça plaisait bien. Après, on va miner des bitcoins. Les bitcoins ont de la valeur. Bon, aujourd'hui, ça vaut 800 $, 1000 $, 2000 $. Dans 5 ans, ça vaudra 50 000 ou 100 000. Oui, mais même ça, après, c'était dur à passer. Ok, mais sauf que vu qu'il y a ces surplus d'énergie, de toute façon, cette énergie, il est là. Donc autant l'utiliser pour miner. Donc de toute façon, ça ne peut que être positif. Mais si tu veux, moi, je me suis arraché les cheveux, tu vois bien. Bah voilà, oui, t'as vu, j'ai les mêmes cheveux d'ailleurs. J'en étais malade de voir que la France était en train de se priver de cette ressource qui était énorme. Nous, on avait envisagé des plans à l'époque où on n'utilisait pas du tout tous les surplus. On parlait d'utiliser 1% de la puissance installée. Or, vu que nos centrales nucléaires tournent plutôt à 60%, on aurait pu prévoir 20 fois plus, 30 fois plus. Mais avec 1% de la puissance installée, on a perdu des milliards. Moi, j'avais fait le calcul pour Thinkerview. Là, on était entre 5 et 12 milliards de dollars qu'on a perdus. Voilà, que EDF aurait mis dans sa poche sans aucun investissement en plus. Voilà, c'est ça, oui. Ils auraient tout à fait pu continuer à acheter les conteneurs, mais aussi nous les faire acheter à nous, des investisseurs. Enfin, bon, il y avait vraiment une mauvaise vision long terme, stratégique, mais qui n'était pas due à EDF, qui était due à l'ambiance globale en France à cette époque-là et en Europe au global. Ouais. Quand Bruno Le Maire, en 2018, Blockchain Week, commence son discours, on dit on va verdir la blockchain parce que ça consomme trop. Ça n'avait aucun sens. Tu vois. Moi, à l'époque, je lui cours après dans les couloirs de Bercy pour lui dire Monsieur le ministre, j'ai entendu votre discours, ça va pas. Et je suis le seul, si tu veux. Tu as 500 personnes dans la salle, tu as tous les blockchain bullshitters, tous les shitcoiners qui sont là et qui racontent des. Tu vois, tu as le groupe Carrefour qui est là, oui, on va comment ils appelaient ça suivre les aliments, les tomates, les poulets, il y avait une blockchain à poulet et tout ça. On marchait sur la tête à cette époque-là, 2017-2018, c'était dingue. Nous, on voyait même que la révolution, c'était Bitcoin, que c'était monétaire, pas que c'était pas un truc pour les dindons et les poulets et tout ça, ça n'avait aucun sens. Mais ces gens-là monopolisaient la parole publique à l'époque, et c'était ça qui était important. Et puis les banques centrales, la Banque de France, qui a carrément publié une vidéo à l'époque pour dire Bitcoin, n'y touchez pas. Donc les politiques, ils ont peur, si tu veux, du truc. Et les politiques, EDF, voilà, c'est une compagnie nationale, donc elle écoute ce que dit le ministre en charge aussi. Hein, donc, bien sûr. Donc rien ne nous aidait à cette époque-là. Ouais. Okay. Et c'était hyper déprimant, effectivement, de se dire, on a la chance d'avoir une technologie qui est accessible, parce que les Chinois, ils fabriquent les machines, mais ils ne les ont pas protégées, si tu veux. Donc non seulement on pouvait leur acheter les machines, mais on pouvait les copier. Enfin, on avait un boulevard
pour gagner cette compétition. Et donc, je suis arrivé avec toutes les billes, les dossiers, tous les arguments, et voilà, j'ai pas été écouté dans ce pays-là. Hein. Et donc, d'ailleurs, c'est une très bonne transition, parce que si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que EDF a décidé de créer Exaion. Est-ce que Ouais. tu peux nous donner aussi l'envers du décor? Parce que je crois que tu as été plus ou moins aussi impliqué à ce moment-là. Ah ben, c'était la même équipe que celle qui était venue nous voir à Orvaux, hein, donc c'est eux qui ont créé Exaion un an après, ouais, après avoir refusé la Proof of Work, refusé le Bitcoin. Un des adjoints de l'actuel patron d'Exaion, je ne sais pas s'il est toujours dans la boîte, je ne me souviens plus de son nom, mais lui, la première question qu'il nous a dit, c'est, après avoir visité la ferme, c'est pourquoi vous vous obstinez à miner du Bitcoin, ce protocole est obsolète. Voilà. Tout compris. Donc Oui. ça fait rire maintenant, mais si tu veux, à l'époque, ils en étaient convaincus. Ethereum allait tuer Bitcoin, c'était mort. La Proof of Work était morte, Bitcoin n'avait aucun avenir, et voilà. Donc on en était là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens dont c'était le discours. La blockchain, Bitcoin, c'est ok, ça a servi à inventer la blockchain, mais c'est déjà pas ce qui est d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la blockchain, les assurances vont s'en servir, et ci et ça. Les mecs, ils croyaient dur comme fer. Ils racontaient des grosses bullshit comme ça à longueur de temps. Tu avais le patron ah, comment il s'appelle Nexity. Enfin, la caisse d'épargne, comment ça s'appelle Caisse d'épargne. caisse d'épargne, tout ce Ah, groupe BPCE? bancaire. Ouais, bah, Natixis. Ah, Natixis. Natixis, Ok. le chef économiste de Natixis. Natixis, ouais. Lui, il continue à dire, là, il y a encore un an, il passait à la télé pour dire, enfin sur un truc YouTube, pour dire oui, la blockchain, c'est top, mais Ouais, pas Bitcoin, non, Bitcoin, ça va tomber à zéro. Bah, Et donc, c'est quoi les applications de la blockchain? Ben, l'assurance, la traçabilité des aliments, enfin, ouais, voilà. des Le trucs qui n'ont bullshit, jamais quoi. marché. Le bullshit. Donc voilà, donc ok, donc on reste en 2017. Donc Exaion voit le jour. Je crois que c'est vers en 2019 finalement. Ils ont 2019, mis ah le ok, temps. donc ils ont. Mais Ok. moi, je me rappelle très bien à l'époque, j'avais avec le directeur de l'actuel directeur d'Exaion, on avait déjeuné tous les trois. Il avait dit il faut faire une JV avec Big Block parce que Gouspillou, il a une vision et tout ça. Et nous, EDF, on va monter cette boîte. Sans eux, on va se planter. Donc, fais pas comme d'habitude, on fait chez EDF. Prends un spécialiste. Et il n'a pas été écouté, ce chef-là, c'est dommage. Hein, parce qu'on a... Mais bon, de toute façon, il y avait un blocage. Vraiment, c'est pas... je ne pense pas que ce soit dû aux gens de chez EDF. Même parce que ceux qui ont créé Exaion à l'époque, ils l'ont fait aussi de bonne foi avec toutes les informations qu'ils avaient de leur ministère de tutelle et tout ça, et de la Banque de France et de toute l'organisation qui disait non, non, Bitcoin, n'y touchez pas. Ouais, c'est ça. Parce que est-ce que tu crois que c'est une décision directe du gouverneur de la Banque de France? Est-ce que c'est dans l'inconscient, finalement, où les gens n'ont pas voulu prendre de risques? Ouais, c'est ça, c'est un discours en fait, Ouais, un discours ambiant qui fait arrive, que- qui descend des banques centrales, Voilà, c'est ouais, clair, c'est ça. hein, et qui alimente les politiques. Bon, je crois que tout le monde avait compris que sous Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'était pas Bruno Le Maire, hein, c'était plus le gouverneur de la Banque de France. Ouais, Hein. ouais, c'est vrai. Et donc, il n'y a pas besoin de donner des consignes. Quand tout le monde s'exprime en contre, Bien sûr. bah, tout le monde qui Bien bosse pour l'État prend un peu peur et dit il ne faut pas qu'on touche à ce truc-là. Hein. Ok. Je vais plus loin. Quand on faisait des réunions avec les gens d'EDF à l'époque, donc avant l'ouverture d'Exaion, moi je disais souvent Bitcoin, ils disaient toujours blockchain. Sur les rapports, sur les minutes de nos réunions, Bitcoin était toujours caviardé. Ils ne pouvaient pas le laisser écrit. C'était caviardé en noir. Tellement c'était honteux comme truc. Ouais. Et donc, à l'époque, donc Exaion a choisi un positionnement stratégique plutôt orienté sur le calcul haute performance, si j'ai bien compris, et plutôt sur le proof of stake, justement. Ce qu'on disait Oui. au départ, où cette Oui, fameuse ils sont- preuve d'enjeu. Voilà, ils ont acheté des jetons pour devenir validateurs de tout un tas de shitcoins shitcoins et qui à la se sont con, gaufrés, voilà. et donc ils ont perdu de l'argent. C'est ça. Donc Comme c'est- l'avait annoncé le patron à l'époque, le gars de chez Pulse. Ouais. Ouais, voilà, ce qui est quand même hallucinant, surtout que c'était écrit et que tu l'avais dit. Et que C'était écrit, mais quand même par c'était- peu de gens. Il faut bien comprendre que le maximalisme à l'époque Ouais, ouais, était c'était- ultra Ouais, minoritaire. on faisait Hein. partie des. Moi, ma première rencontre avec des bitcoiners, c'était 2016, je crois, mai 2016 à Paris, je crois, ou septembre, je ne sais plus. Bref, Jacques Favier, donc un repas du coin, Mhm. qui conclut en disant la prochaine fois, on parlera de la consommation d'électricité, de la proof of work. Il faudra bien qu'on adresse ce problème un jour. Pour beaucoup de bitcoiners, la proof of work n'était pas tenable sur le long terme. Il allait falloir que Bitcoin trouve autre chose. Parce que cette consommation d'électricité, de la planète, tout ça, ça posait problème, même chez les bitcoiners. Alors, je ne te parle même pas des shitcoiners. Donc, on avait une position qui était difficile. Par là-dessus, tu as eu la guerre des blocs, où les mineurs se sont mis du côté des renégats. Si tu veux. Donc, voilà, tout le monde s'est dit, putain, les mineurs, en fait, c'est qu'un problème pour Bitcoin. Il faut que le mining, on trouve autre chose.
Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient volontaires pour changer de protocole de sécurisation et ça fait partie de la démarche de Vitalik Buterin pour Ethereum. Lui, il a pensé qu'il avait sauvé la planète en passant en Proof of Stake. Il l'a dit. Il a dit, je ne veux pas participer et faire augmenter la température de la planète de 0,5 degrés. Ouais. Ouais. Le gars, il était convaincu, là. Ouais. Donc totalement stupide. Et on voit d'ailleurs Ah, mais tu sais que aujourd'hui. les gros HPI Asperger sont très intelligents, mais ils n'ont pas la science infuse. Bah, la Parce preuve. Parce que là, on voit d'ailleurs que quelques années plus tard, en fait, Exaion finalement a des résultats très médiocres. Tout simplement parce que toutes ces blockchains-là, finalement, n'ont rien donné. Le modèle économique plus que n'existe médiocre, pas. plus Enfin, que voilà, médiocre, voire c'est- inexistant, je voulais pas. Non, négatif. Voilà. Ça coûte de l'argent aux Ouais. contribuables tous les Ouais, ans, c'est ça. bien sûr. Hein. C'est ça. Donc, alors, est-ce que peut-être tu as des chiffres? Est-ce que tu peux nous dire combien d'argent perd Exaion chaque année? Je sais Oh plus. non, je voudrais pas être méchant. Non, mais voilà, je sais plus si c'est public ou pas d'ailleurs. Oui, c'est public. C'est bien public, sûr, oui. c'est Bon, en des tout cas, ils chiffres perdent, publics, je crois, plusieurs millions. Pas par an, mais depuis qu'ils sont créés, Ouais, oui, voilà. je crois que c'est plus d'1 million par an. Voilà. Enfin, là, c'est vraiment Ouais, enfin, c'est bref, pas on voit- intéressant. on- Le modèle on- économique fait qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir de toute façon. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que on va arriver au cœur du problème. Finalement, donc cet été, donc été 2025, toi, tu étais d'ailleurs en discussion avec EDF. D'ailleurs, tu pourras nous en parler. Tu apprends que Exaion a reçu une offre de rachat par Mara. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous dire un petit peu dans quel contexte tu as appris ce rachat et comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là? Bah, oui, moi je travaille depuis des années sur différents projets avec EDF. Là, on en a un qui est un peu plus abouti. Donc, c'est les gars qui bossent dessus qui m'ont dit tiens, il y a Mara qui va racheter Exaion. Je dis bah, les gars, ça sent pas très bon l'histoire parce que Mara, ils viennent pour miner. Et je dis, le nom, c'est Marathon Mining quand même, sachez-le, ils savent faire que ça. Il me dit non, ils viennent pas pour miner, ils viennent pour faire du cloud et de l'IA décentralisée et tout. Je dis, oui, mais ça n'existe pas encore. Enfin bon, C'est ça. pour l'instant, ils savent pas faire tout ça. Bon, bref, peu importe. On a découvert donc ce que Exaion avait trouvé une solution. En fait, EDF avait trouvé une solution pour arrêter de perdre de l'argent avec cette coquille vide, quoi. Et donc, arriver à trouver une boîte bien naïve qui allait racheter cette coquille vide. Voilà. Donc, EDF est convaincu d'avoir fait une affaire et d'avoir un peu roulé Mara dans la farine en lui survendant Exaion. Et Mara est convaincu d'avoir fait une super affaire en mettant la main sur les surplus français. Enfin, Parce sur que les ça, alors du coup, capacités quelle est françaises. selon toi la stratégie de Mara? Clairement. Moi, c'est une stratégie de mineur, c'est exactement celle que j'aurais. C'est-à-dire que là, ils se positionnent en plus avec une exclusivité pendant 2 ans. Et donc là, ils sont déjà en train de chercher tous les fonciers avec EDF. Il y a des fonciers qui avaient été réservés pour l'hydrogène vert, dont on se rend compte que c'était une énorme connerie. Ces fonciers-là sont intéressants parce que l'hydrogène vert a eu des subventions, enfin des abattements de charges sur l'électricité, de taxes sur l'électricité qui sont ultra importantes, donc qui collent avec du mining. Donc voilà, pour moi, la stratégie de Mara, elle est la même que j'aurais eu moi, hein, c'est-à-dire se positionner avec ce confort incroyable de 2 ans d'avance, prendre les meilleurs terrains, les meilleurs endroits pour miner, parce que c'est déterminant. Hein. Tu te retrouves à 5 km de la centrale ou du transformateur principal, tu vas te taper 5 km de câbles gros comme ça. Donc c'est des millions et des millions à investir. Alors que si tu es au pied de la centrale à 50 mètres, tu n'as pas du tout les mêmes investissements. Or, une ferme de mining... les investissements sont serrés, il faut que ce soit contrôlé. Tu vois, si tu pars en live totalement sur l'infrastructure, sur le CAPEX, tu t'en sors jamais, tu la rentabilises pas. Donc, à mon avis, ils ont cette envie-là de créer des grosses fermes un peu partout. Ça va être très intéressant pour EDF, parce que quelque part, ils vont absorber cette électricité qu'on ne produit pas. Mais surtout, une fois qu'ils auront pris les bons terrains, ces outils-là vont prendre beaucoup de valeur, parce qu'on pense que l'IA va se décentraliser. C'est-à-dire qu'à terme, on pourra couper de l'IA comme on coupe du mining. Alors peut-être pas avec autant de facilité, mais voilà, aujourd'hui l'IA, il lui faut un uptime de 100%. Ouais, c'est ça. Peut-être que dans 5 ans, il lui faudra un uptime de 80%. Et dans ce cas-là, l'IA sera prêt à acheter l'électricité beaucoup plus cher que du mining. Donc EDF se retrouverait, enfin, ou Mara se retrouvera à la tête d'un foncier que tu vas louer à des boîtes d'IA de véritables fortunes. Et pour moi, c'est là qu'EDF se tire une balle dans le pied parce qu'il y a un avenir énorme, au-delà du mining, au-delà du fait qu'ils pourraient avoir leur propre batterie de régulation offre et demande. À terme, ces outils-là vont peut-être se transformer en des outils IA qui vont apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et c'est le rôle d'EDF de valoriser son foncier parce que c'est un énorme propriétaire terrien aussi. Donc, c'est pas hors son rôle, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, EDF doit se recentrer sur sa mission première qui est de produire de l'électricité, je suis d'accord.
Mais pour moi, ça fait partie de sa mission première. Bien sûr. Mm. Et donc, par rapport aux évidences dont tu viens de parler, est-ce que tu peux nous parler justement de la contre-offre qu'il y a eu justement suite à cette offre de Mara, où ça en est aujourd'hui, sachant que là, on est fin novembre. Voilà, parce que je sais qu'il y a eu donc le député Ciotti qui en a parlé à l'Assemblée nationale, comme quoi évidemment c'était une perte de souveraineté. Pas que Ciotti. Pas que Ciotti, bien sûr. Philippe Laton m'a interpellé le ministre de l'Industrie qui a réagi, Sébastien Martin. Là, tout le monde parle de Bitcoin mining à l'Assemblée. Donc, quelque part, l'arrivée de Mara a été bénéfique. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Ouais. Voilà, ça a réveillé tout le monde. Ça a réveillé tout le monde. Et puis, si finalement c'est Mara qui récupère le mining français, bah, ça sera quand même mieux pour EDF que de ne pas miner. Tu vois, j'en suis là. Je préfère que ce soit mes concurrents américains que personne. Mais c'est quand même un scandale. Parce que toi, justement, est-ce que tu peux... C'est pas vraiment un scandale, c'est qu'en fait, personne n'est d'accord. EDF dit que Mara ne vient pas miner. Et Mara répond à la presse en disant « Oui, si, on vient miner ». Donc, si tu veux... je trouve ça étonnant, il y a un vrai paradoxe. Ouais. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de cette contre-offre qui a été faite? La contre-offre, c'était surtout histoire de donner des billes aux politiques pour qu'ils puissent s'emparer du dossier et effectivement bloquer cette vente à Bercy. Donc on a constitué une contre-offre. C'est facile, hein, on trouve des fonds pour monter des fermes en Afrique, en Amérique du Sud, dans les coins les plus dangereux du monde. On n'aura pas de problème pour trouver des fonds pour créer des fermes en France, quoi. Tu vois, c'est... là, je suis parti une semaine au Salvador, j'avais besoin de lever 60 millions, je les ai trouvés en 2 jours, tu vois. Donc, monter une ferme en France, ça m'inquiète pas trop. On a déjà les financements, je me suis déjà rapproché de nos financeurs habituels. Tout le monde rêve de venir miner en France. Mara, ils ont fait un coup de dingue, hein, quand même. Tu vois. Donc, du coup, tu es en train de dire que la contre-offre que vous avez fait peut potentiellement aboutir? Parce que vous avez en tout cas... écoute, nous, on le souhaite, hein, parce qu'en fait, on a fait la même offre que Mara, mais sans l'exclusivité, en laissant la possibilité à EDF de faire le même job. Donc, de se constituer ces champs HPC qui deviendront, à mon avis, des vrais assets de valeur pour EDF. Ok. Et là, alors, où ça en est? C'est dans les mains de Bercy? C'est à Bercy. Ou même à Matignon, peut-être? Parce que... A priori, là, le dossier resterait à l'étude. Je pense que Mara va avoir gain de cause, qu'ils vont finir par aller au bout. Oui, mais alors pourquoi? Parce que là, d'après ce que tu dis, si c'est une offre qui est équivalente, sans cette fameuse exclusivité, a priori, votre contre-offre est plus intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'ils prendraient celle de Mara? Parce qu'ils ont beaucoup d'avance, si tu veux. Donc, ils ont beaucoup d'avance. Pour eux, c'est déjà fait. Hein. Donc, ils ont déjà commencé à bosser avec Exaion. Ils ont déjà commencé à visiter les terrains et tout ça. Donc là, tu perds espoir. Et il y a des fonds. Non, je perds pas espoir, mais j'ai peur que la décision soit prise, quoi. J'ai peur que la décision soit prise. D'un autre côté, pour EDF, c'est pas grave, parce qu'effectivement, eux vont pas pouvoir le faire en direct, mais ils vont pouvoir faire la même chose que Mara avec d'autres clients français. Okay. On verra où ça mène. Moi, je ne peux pas bloquer la vente tout seul. Et puis, c'est pas mon idée. Moi, je ne suis pas anti-Mara, même si c'est vraiment pas les concurrents que j'aime le mieux, hein, parce qu'ils ont une réputation très sulfureuse dans notre écosystème. C'est assez dingue d'ailleurs que ce soit cette boîte-là qu'on soit allé chercher, parce que c'est quand même une ancienne boîte de patent trolling. Hein, donc, leur spécialité, c'est de mettre les gens au tribunal. Compter sur une boîte aussi procédurière pour équilibrer ton réseau, ça veut dire qu'en fait, tu le coupes quand tu veux, le gars. Hein. Mara, je te coupe là, il est 14h, là j'ai besoin d'électricité. Normalement, un mineur, il doit être ultra complice avec l'électricien, ils doivent marcher main dans la main. Est-ce que c'est ses habitudes de travail? J'en suis pas sûr. Bon, c'est un autre sujet. Mais donc du coup, est-ce qu'on pourrait parler d'une perte de souveraineté quelque part? Parce que ce genre d'industrie stratégique devrait rester justement dans un consortium français représenté par votre contre-offre. Ce point de vue-là. Moi, je pense, parce que l'intérêt du mining, c'est que ce soit souple. C'est que vraiment... En gros, aujourd'hui, tu as un potentiel. Si tu veux de l'électricité 100% du temps, tu as un potentiel disponible en France de 1 gigawatt. C'est-à-dire que tu peux rajouter 1 gigawatt de data center, par exemple, ou d'IA, ou de cloud, ou ce que tu veux. En revanche, si tu n'as plus besoin de l'électricité que 85% du temps, c'est 8 gigawatts qui sont disponibles. Et 8 gigawatts, c'est colossal. Oui, mais en fait, parce que le mining existe. Sans le mining, tu n'as qu'un gigawatt de disponible. Parce que personne ne veut, aucune industrie électro-intensive ne veut travailler qu'avec 85% du temps de l'électricité. Surtout quand c'est 85% du temps, tu ne sais pas quand. Hein. C'est l'électricien qui te coupe quand il a envie.
Voilà. Et donc, c'est mieux d'avoir un électricien qui maîtrise cet outil, qu'on appelle une batterie économique, le mining, parce que c'est son outil et que s'il se coupe lui-même, il ne va pas se foutre au tribunal. Bah oui. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Et donc, pour revenir à cette contre-offre, justement, vous n'avez pas de deadline, on ne sait pas où ça en est concrètement. Là, c'est Moi, Bercy. j'attends qu'on me convoque à Bercy, qu'on me dise alors montrez-nous ce qu'il y a derrière votre offre, où sont les sous. Bah Je oui, les voilà, ai, c'est je ça. peux les montrer. Donc, Ok. Bon, bah, c'est presque, on peut on, faire un appel on verra même à bien. la caméra. C'est-à-dire que là, On- Seb, solennellement, tu demandes Ah ben moi, je demande. à être convoqué à je- Bercy. Ça fait 8 ans que je Ok. demande à être reçu par le ministre de l'économie, donc Ouais, il a changé 3 fois depuis, mais ma ouais, demande est toujours la même, si tu ouais. veux. Quand j'avais rencontré Bruno Le Maire suite à la Blockchain Week, là, il m'avait dit c'est très intéressant ce que vous me dites, envoyez-moi une note et je vous reçois la semaine prochaine. La note, il a eu 2 heures après, j'attends toujours le rendez-vous. Voilà. Ok. Je suis allé plusieurs fois à Bercy depuis, mais rencontré des fonctionnaires de Bercy, mais j'ai jamais rencontré un ministre. C'est malheureux parce que je crois qu'ils n'ont pas cette vision qu'on a nous, qui est quand même pas juste une vision hasardeuse maintenant qu'on pouvait avoir en 2017 ou 2018, mais là depuis on a vachement d'expérience, on a ouvert plein de pays, on est Ouais. consultant pour un paquet de pays. En gros, moi j'ai travaillé sur l'ouverture de 11 pays. Voilà. C'est ça. Donc il y a des fermes qu'on exploite nous-mêmes, il y en a d'autres où on n'exploite rien du tout, on a juste donné le conseil. Mhm. Mais voilà, on a amené le mining en Afrique, les premières fermes africaines, c'est les nôtres. On a amené le mining à Oman, sur des sources d'énergie différentes, avec des températures très différentes selon qu'on soit en Sibérie, en Ukraine, au Kazakhstan, au Tadjikistan. Enfin, on a visité tous ces pays-là. Ok. Parce que ça, d'ailleurs, c'est une très bonne transition pour la dernière partie de ce podcast. C'était justement que se passe-t-il dans les autres pays. On a vu évidemment aux États-Unis l'émergence de l'industrie du mining, comme Ouais. on en a parlé tout à l'heure, et particulièrement au Texas. Et eux, justement, ont bien compris. Et d'ailleurs, comment expliques-tu justement que les Américains, et particulièrement l'État du Texas, s'est investi autant dans l'industrie du mining et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous faire un petit historique du Texas, si tu as les infos d'ailleurs? Ouais, j'ai l'historique hein, maintenant. Ça fait un petit moment que je me suis pas renseigné sur ce qui se passe précisément au Texas, mais à l'origine, disons que c'est quand même un pays de liberté. Donc, ils ont réussi à monter des fermes, les Américains, et notamment au Texas. Et au Texas, très vite, les fermes ont été rentables parce que l'électricité est un peu chère sur le réseau. Mais il y a une telle demande d'effacement qu'en fait, ERCOT, le gestionnaire de réseau, donne de l'argent aux entreprises qui peuvent couper quand il y a une forte demande pour éviter les blackouts. RTE fait pareil en France, hein. Sauf que quand RTE te demande de couper, c'est dealé une fois dans l'année, tu sais, en avance. Donc ils te disent au mois de décembre, vous allez couper 3 soirs dans la semaine à 17 heures par exemple. C'est rémunéré par RTE, mais c'est beaucoup, beaucoup moins rémunéré qu'au Texas. Au Texas, c'est 10 fois plus. Ah ouais. Ouais, c'est des millions et des millions. Donc les mecs, Ok. ils font même pas tourner leur ferme. Ils attendent qu'une chose, c'est d'être arrêtés, tu vois. C'est mieux d'être arrêté que de tourner. Ça rapporte plus d'être arrêté que de miner du Bitcoin. Donc assez vite, ERCOT a fait venir son ancien CIO parce que le nouveau était pas bon. Il a vécu un blackout, il y a eu des morts et tout ça. Et le nouveau CEO a dit, mais cet outil-là qu'on utilise depuis 2 ans de manière petite, si on le faisait devenir plus gros, ça serait meilleur. On aurait une meilleure batterie économique. C'est exactement les termes qu'il a utilisés. Et lui, c'est devenu un fan absolu du mining. Et donc, ça s'est développé comme ça. Et Trump est devenu bitcoiner, enfin en tout cas friendly avec les cryptos, grâce aux mineurs. Évidemment, comme toujours, le mining amène une raison à un État de devenir friendly avec le Bitcoin. Au départ, un État, il n'a aucune envie du Bitcoin. Le Bitcoin, ça lui perturbe sa politique monétaire, donc ça ne peut être qu'une menace. Dès lors que ça devient quelque chose d'intéressant pour son réseau électrique, bah, on regarde le Bitcoin d'un autre œil, tu vois. Ben oui, parce que aussi l'autre élément peut-être qui a favorisé l'hégémonie américaine aujourd'hui autour de l'industrie du mining, c'est justement l'interdiction en Chine. Alors pareil, c'était à quelle année ça? C'était 2022? Je sais plus. Ouais, je dirais 2022-2021, je ne sais plus Ouais, exactement la voilà. date. Et donc là, il y a eu une migration On l'a vécu avec énorme. beaucoup de bonheur. Hein, Voilà. Il y a eu une migration énorme du minage vers les États-Unis, ce qui a encore une fois contribué aussi à l'émergence de Alors, cette industrie aux US, non? il y a plusieurs choses en même temps. Bon, il y a très peu de fermes chinoises qui sont parties aux États-Unis, hein. Les Ok. gens voient une migration des fermes. En fait, non, hein, c'est que les investissements ont changé de pays. C'est le moment aussi où Bitcoin a commencé à s'ouvrir à la bourse de New York, où il a été possible de financer des fermes. Donc les Américains se sont mis à monter des fermes géantes.
ça coïncidait avec le moment où les Chinois arrêtaient. Mais les quelques fermes qui sont parties de Chine sont plutôt allées s'installer vers le Kazakhstan. Ouais. Bah, c'est ça, puis de toute façon, c'est une bonne transition vers la suite. C'est justement quels sont les autres pays justement qui considèrent cette industrie comme étant une industrie ultra stratégique. Donc, C'était t'as pas, c'était pas le cas au Kazakhstan. Kazakhstan. Hein. Ah oui, Les ok. mineurs chinois ont débarqué au Kazakhstan, ça a négocié avec les compagnies d'électricité, ça s'est beaucoup mis sur le charbon, alors que nous, on évitait ça. Moi, j'étais le Ok. premier mineur occidental au Kazakhstan, on a commencé en Ouais. 2018. Nous, on s'était mis sur de l'hydro, on était Mhm. avec Valérie Vavilov à l'époque, qui était le seul étranger qui minait, et donc on était sur une centrale hydro à Almaty. Les gars chinois, ils sont arrivés, ils avaient l'habitude de miner sur du charbon, ils se sont mis à miner sur du charbon, donc il y a eu une répression de l'État kazakh assez vite derrière. Et donc, nous, on est parti du Kazakhstan à ce moment-là, ça commençait à appuyer. Puis là, maintenant, de nouveau, le Kazakhstan réalise que c'est un bon outil. Donc, on Ok. essaye de faire revenir des mineurs. Donc là, tu es en train de les redraguer en ce Non, moment? non, non, pas du Ah. tout. Non, j'y retournerai jamais au Kazakhstan. Moi, j'ai des mauvais Oui, souvenirs. oui, je me rappelle. Je me rappelle Là, la mafia nous avait bien ouais. identifiés. J'ai bien souffert là-bas. Donc, non. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que justement il y a d'autres zones dans le monde, je pense au Golfe, donc à Oman, etc. Quelle est justement eux leur position stratégique sur cette industrie? Bah, Oman avait été ultra favorable. Nous, quand on a installé les premiers conteneurs à la Green... Alors, la Green Data City, c'est un truc, c'est un projet public-privé. Hein. Au départ, c'était, il y a il y a une faille, c'est la mer, là. Il y a une faille très profonde où ils ont de l'eau glaciale. Et donc, l'idée, c'était de créer, sur la centrale électrique qu'ils venaient de construire, un énorme pôle de data center, IA, cloud et tout ça. Sauf qu'il n'y a qu'une centrale, donc il n'y a qu'une arrivée électrique, donc tout ça, ça n'existe pas. Et donc, on leur a dit, il faut faire du mining. Voilà. Et donc, nous, on leur a démontré que c'était possible. On a livré les 2 premiers conteneurs. Donc, le ministre de l'IT et des Transports est venu inaugurer la ferme. Et donc, les 2 dirigeants, c'est Théo et Olivier, c'est des copains, c'est des Français. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé là-bas, c'est eux qui m'ont contacté. Et donc, on a démontré avec eux que le mining pouvait marcher. Et donc, le soir, on se retrouve à dîner avec les autorités. Je demande, quand même, on n'était pas fiers parce que le Bitcoin est interdit dans votre pays. Comment ça, le Bitcoin est interdit dans notre pays? Bah, qui a dit ça? Je dis, bah, votre banque centrale, dans tous les journaux du monde, là, depuis 3 semaines, on dit que le Bitcoin vient d'être interdit à Oman. Donc moi, j'étais pas rassuré de vous envoyer des containers. Quoi. Tu m'étonnes. Il me dit, depuis quand les banques centrales font les lois? Voilà. Il dit, Magnifique. chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, cette industrie a été extrêmement utile à cette centrale. L'histoire de cette centrale, c'est une centrale en plein désert qui alimente Salalah et qui est très très grosse par rapport à la demande locale. Parce qu'en fait, il y a pléthore de gaz. Il y a un champ pétrolier. Tu sais, quand tu extrais du pétrole, tu as du gaz qu'il faut brûler. Donc en général, tu as des torchères. Le sultan a dit, je veux pas des torchères sur la côte. Donc vous me tirez ce gaz en arrière et vous le cramez dans une usine d'électricité. Sauf qu'il faut de la demande électrique. D'où le projet de data center géant, la Green Data City. Sauf que tu peux pas faire du data avec une seule arrivée électrique. Donc du coup, c'est devenu la Green Mining City. D'accord, ok. Voilà, mais enfin pour te dire que l'État est devenu très friendly dès lors qu'on pouvait lui acheter son gaz. C'est ça. Parce que c'est où il était acheté par le mining, ou il était remis dans les torchères. Ok. Bon, en tout cas, on voit que de plus en plus de pays commencent à s'y intéresser sérieusement. On a aussi le Bhoutan. On a Ouais, vu. le Bhoutan, incroyable. Voilà, c'est quand même. Est-ce Bah, que tu veux en parler 5 minutes? Le Ouais. Bhoutan a fait exactement ce que je proposais de faire à EDF en 2018, c'est-à-dire se mettre à miner sur ses surplus et garder ses bitcoins pour se constituer une trésorerie. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de leur PIB, je crois, leur Ouais, je crois que trésorerie c'est en un bitcoin, truc. c'est assez Enfin, dingue. on mettra les infos évidemment. Donc, le Bhoutan a fait exactement ce qu'il fallait. Et je me rappelle, à l'époque, ils avaient tweeté qu'ils avaient trop d'électricité. J'avais répondu, il faut faire du mining. Bon, ils m'ont jamais consulté, mais ils ont fait du mining. Il y avait un article dans Le Monde en 2021 qui expliquait qu'en Afrique, il y avait un énorme surplus électrique qui était gaspillé tous les ans. Ouais. Mais c'est évident, on l'a vu avec l'Éthiopie. Ils ont réussi à créer 300 mégawatts de mining très vite. Aujourd'hui, tu as une énorme surcapacité en Angola. Tu as plein de coins d'Afrique où c'est... Mais par exemple, en Angola, c'est interdit le mining. Terminé. Tac, Ah tu ouais. peux pas miner. Hein, ça fait 1 an que je discute avec le ministre de l'Énergie, il faut changer la loi. C'est compliqué. Et c'est la même chose qu'au Kosovo, en fait. Si tu vois, c'est les 2 seuls pays au monde qui ont interdit le mining. Pourquoi? Parce que l'électricité est ultra subventionnée. Donc, ultra bon marché. Et quand elle est ultra bon marché, tu te retrouves avec, surtout là-bas, il y a plein de Chinois, hein, en Angola. Les mecs, ils font venir des machines de leur pays. Ils créent des toutes petites fermes un peu partout. Et d'un seul coup, ça assèche le réseau. Ils se retrouvent encore avec des pertes d'électricité, tout ça, des perturbations, voire des blackouts. Ok. Donc ça a été très rapide. Ils ont chopé quelques petits mineurs chinois là et tout, ils les ont foutus en tôle et puis ils ont fait une loi immédiatement pour interdire le mining.
Incroyable. Donc tu te retrouves avec 800 mégawatts de surplus sur 3 centrales électriques, hydroélectriques toutes neuves. En plus, ils font de l'éolien, ils n'arrêtent pas de créer de l'énergie. C'est un gros pays du pétrole. Et donc, ils créent du green à côté. Ils ont beaucoup trop d'électricité et le mining est interdit. Hein, tu Ok. vois, il n'y a pas qu'en France. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est encore une excellente transition parce que j'allais dire, et en Europe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est justement le narratif écologique, le Bah, blockchain bullshit, oui, oui, bah, alors, la régulation qui est obsédée, voilà, enfin, de réguler toujours plus. il y a Euh, tout ça, mais bon, quand même, c'est surtout nous que ça perturbe parce qu'on serait le plus gros, enfin le client le plus intéressé par du mining, la France. C'est vraiment le pays où le mining serait le plus idéal partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas une telle disponibilité d'électricité nulle part ailleurs dans le monde. ouais, mais je te rappelle que Aurore Lalucq veut supprimer et interdire le proof of work. Dans Donc, toute l'Europe, ouais. voilà. Dans toute Donc, l'Europe, mais tu vois, il reste un pays qui mine pas mal, c'est la Norvège. ok. Euh, la Norvège, c'est deux zones en fait, hein, le nord et le sud, et la production électrique est beaucoup au nord et la consommation est beaucoup au sud, avec deux réseaux qui communiquent pas bien. Et donc, il y a besoin d'un gros mining au nord. Actuellement, tu as un gouvernement socialiste qui était allié avec le centre. Le centre est parti, donc ils se retrouvent un petit peu tout seuls, les socialistes, donc ils veulent gouverner avec le Parti communiste, qui demande depuis 5 ans l'interdiction du mining en Norvège. Alors que c'est très utile au pays, extrêmement utile au pays. Et si ça se trouve, par le jeu politique, tu vas te retrouver avec un pays qui va interdire le mining, alors que c'est extrêmement utile au pays. Voilà. Des fois, tu es dans des Hallucinant. cas comme ça. Regarde, le Paraguay, c'est ça. Le Paraguay a mis beaucoup de temps à admettre que le mining était une opportunité dingue. Changement de président, nouveau président anti-Bitcoin, tac, il augmente le prix des mineurs, de l'électricité pour les mineurs. Et ça devient plus rentable de miner là-bas. Notre job, c'est ça, c'est compliqué. Ok. Bon, écoute, pour conclure ce premier épisode Ouais. avec toi, admettons que tu sois ministre de l'économie de la France. Quelles seraient justement tes 5 mesures pour favoriser bah, le mining de Bitcoin en France? Ah bah, pas que le mining, en fait. Moi, je voudrais que le pays tire avantage du Du Bitcoin. Bitcoin, Et donc, je voudrais que tous les Français aient un peu de Bitcoin. Donc, moi, bien sûr. je dirais, euh, au contraire de ce qu'avait dit la Banque de France à l'époque, je dirais, intéressez-vous, apprenez le Bitcoin. Et nous, on va, de notre côté, détaxer complètement les plus-values. C'est la première des choses à faire. C'est la monnaie officielle du Salvador, hein, contrairement à ce que les gens racontent que c'est plus la monnaie officielle du Salvador. C'est toujours legal tender au Salvador. Hein, je tiens à l'affirmer. Ça d'ailleurs, ce sera l'objet du prochain épisode. Ah oui, pardon. Donc, vu que c'est une monnaie étrangère, Mhm. c'est absolument pas légal de payer de l'impôt quand tu fais de la plus-value sur le change d'une monnaie étrangère. Si tu gagnes de l'argent sur le dollar, par exemple, personne ne va te demander de payer 30% de flat tax. Voilà. Ok. Donc, moi, je détaxerai totalement les gains sur le Bitcoin, bien évidemment. Et puis, je demanderai au patron d'EDF, s'il veut garder sa place, de lancer un gros mining national, bien sûr. Ouais, Alors, ça c'est consisterait en évident. quoi? Qu'est-ce que tu mettrais en place concrètement? Ah, bah, je mettrai en place des fermes de mining autour de toutes les centrales nucléaires. Hein. Et c'est-à-dire que, est-ce que tu ferais en sorte que les capacités de production d'énergie des centrales arrivent à 100% ou à Bien 90%? sûr. Et justement, en gros, bah, ce delta entre ce qui est réellement consommé, donc c'est-à-dire peut-être 60%, et bah, les 90 ou 100%, donc c'est-à-dire 30% de l'énergie nucléaire serait alloué au minage de Bitcoin, par exemple. Ça serait un peu différent parce que ça permettrait pas que ça. Hein. Ça permettrait pas que de mieux faire travailler. Actuellement, on a plein de chantiers éoliens, solaires, qu'on va avoir besoin d'intégrer sur le réseau. On ne peut pas les intégrer sur le réseau. On n'a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Ouais. Donc la demande n'augmente pas et la puissance installée augmente. Donc le mining servirait aussi à ça. C'est ce qui se passe au Texas. Au Texas, ils ont fait venir énormément d'éoliens et de solaires. Si tu n'as pas la demande en face, tu ne peux jamais les connecter. En fait, ça sert à ça le mining. Ça sert à donner euh, une, euh, une raison d'être à toute cette énergie verte intermittente qu'on crée. Si on ne créait pas les énergies intermittentes, il y aurait un besoin moins urgent du mining, hein, pour tout te dire. Ok. Donc Ok. ça ce double intérêt pour la France. Enfin vraiment, ça serait fou de ne pas miner. Et donc finalement, si Mara vient miner, c'est moins con que de ne pas miner du tout, hein, on est C'est d'accord. sûr. Et Mm. alors, et dans le contexte des présidentielles en 2027, justement, est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de conseiller, en tout cas
d'aller vers les candidats pour justement leur présenter ta feuille de route, Ah peut-être. bah, il faut savoir qui sont les candidats, mais je pense que C'est là, les sûr. politiques, ils me connaissent tous maintenant. On Bah, a c'est quand ça. même fait une sacrée tournée des popotes Eh depuis un oui, je an, sais là. bien, je sais Tu bien. sais qu'il y a un an, j'étais passé sur BFM et j'avais dit, il y avait Sandra et Grégory Mhm. Raymond, elle disait, est-ce que vous pensez que le mining va arriver en France avant 2027? Et j'ai dit, oui, bien sûr, c'est évident. Économiquement, c'est tellement important que ça finira par arriver. La semaine d'après, Marine Le Pen visitait Flamanville. Elle a repris Mhm. exactement, pratiquement à la phrase près, ce que j'avais raconté sur BFM la semaine précédente. Avant, il y avait eu CNAFO à l'Union européenne qui Européenne, avait ouais, parlé ouais, du bien sûr. mining. Depuis, Ciotti qui a carrément fait un projet de loi et Et tout puis on ça. avait été aussi invité chez François Hollande. Chez François Hollande ensemble, oui, Voilà, tout à fait. exactement. Donc, Ouais, ouais. j'ai rencontré le député de Saint-Nazaire et les filles, là, Mhm. Mathias. Ça intéresse tout l'échiquier politique maintenant. Ouais, et C'est puis, normal. ouais, On parle. Moi, si je m'engage comme ça dans l'histoire d'Exaillon et Marat, c'est uniquement par patriotisme, hein. bien sûr, Moi, ma carrière, elle est faite ailleurs, si tu veux. bien sûr. Et Ouais. puis, ça peut tout à fait faire. Le mining français pourrait se faire sans nous. C'est pas le sujet. Je suis pas jaloux de Marat. Je pense que c'est un outil qui devrait revenir à EDF et que EDF devrait garder. Pour moi, c'est vraiment un outil d'électricien, donc c'est son cœur de métier. C'est vraiment ça le sujet pour nous aujourd'hui. Ok. Donc si on veut que ce soit EDF qui garde, c'est pas pour nous, c'est pas pour Big Block, c'est pour EDF, c'est en tant que Français. C'est pour EDF, donc c'est pour les Français, donc c'est pour le prix du kilowattheure final, quoi. Ok, bon, bah écoute, on va conclure ce podcast sur ces belles paroles de Ouais, patriotisme et de souveraineté. En ouais. tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Évidemment, votre soutien est très, très important pour nous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode avec Sébastien Gouspillou. Merci à vous. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'univers Bitcoin, sur l'investissement en Bitcoin et sur l'épargne en Bitcoin, dans le cadre d'une gestion de patrimoine, nous avons lancé une formation spécifique dédiée sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-nous en description.